Bienvenue dans Eye on Yellow Fever. Si vous écoutez ce podcast pour la première fois, il s'agit d'un programme proposé par la Coalition mondiale de partenaires qui œuvrent ensemble pour éliminer les épidémies de fièvre jaune d'ici 2026. Cet épisode est traduit en français à partir d'un épisode original en anglais. Le partenariat Eye réunit Gavi, l'Alliance du vaccin, l'UNICEF, l'Organisation mondiale de la santé, la Fondation Bill et Melinda Gates, le CDC américain et de nombreuses autres organisations du monde entier. Le principal objectif de la stratégie Eye est d'éliminer les épidémies mortelles de fièvre jaune d'ici 2026. Dans la première série, vous avez découvert que cet objectif était réalisable grâce à la coordination, aux efforts et à la mise à disposition de ressources. La lutte contre la fièvre jaune implique de nombreuses parties prenantes. Il faut que nous utilisions tous chaque outil à notre disposition afin de protéger les communautés les plus vulnérables. Selon moi, ce sont les responsables de la vaccination et les décideurs nationaux qui sont appelés à agir afin de tirer pleinement parti de la stratégie Eye. Cet effort est limité dans le temps et se poursuivra jusqu'en 2026, avec pour objectif d'éliminer les épidémies. Il est toutefois évident que les défis auxquels nous sommes confrontés sont de plus en plus grands et qu'il est parfois effrayant d'y songer. Le réchauffement climatique, la déforestation, la multiplication des populations entassées dans des logements non pourvus des services essentiels dans des bidonvilles ou des camps de migrants constituent autant de facteurs qui accentuent le risque d'une propagation désastreuse de la fièvre jaune. Mais comment pouvons-nous le savoir? Parce que cela s'est déjà produit. Nous subissons ce qui s'avère être la plus grave épidémie de fièvre jaune de ces dernières années. Début 2016, un foyer de fièvre jaune, avec 23 cas sensés dans la capitale angolaise, Luanda, connaît une propagation exponentielle. Le virus a ensuite gagné la Chine et s'est répandu à la fois en Angola et en République démocratique du Congo, notamment à Kinshasa, sa capitale à la population très dense. Donc on était un peu stressé, on avait commencé à paniquer un peu. En 2016, cette épidémie a été un facteur déterminant dans la décision de créer l'Eye et dans tous les efforts que nous déployons aujourd'hui dans le cadre de ce partenariat. Mais en quoi consiste la prévention des épidémies sur le terrain? Voilà le sujet de cette nouvelle saison. Nous sommes Eye, abréviation d'élimination des épidémies de fièvre jaune en anglais. Dans cet épisode de Eye on Yellow Fever, découvrez les détails des menaces croissantes que fait peser la fièvre jaune à l'échelle mondiale. Épisode 11. Épidémies urbaines, un risque mondial. Comme ce fut le cas en Angola et en République démocratique du Congo en 2016, une épidémie urbaine peut se propager facilement, échapper à tout contrôle, et voyager entre plusieurs populations en empruntant les plateformes de transport terrestre, maritime et aérien. Ce type d'épidémie représente le risque le plus évident de transmission à la fois rapide et catastrophique. Nous avons pu constater par le passé que cela pouvait se produire, et cela s'est déjà produit. Le Dr Peter Mbonji exerce dans le secteur de la santé publique depuis plus de 20 ans et fait partie d'équipes d'intervention d'urgence chargées de lutter contre la fièvre jaune, la COVID-19, le choléra et d'autres maladies épidémiques. Et il est crucial de tirer les leçons du passé, des événements survenus, pour veiller à ce que les pays soient prêts, dans un premier temps, à détecter une épidémie de fièvre jaune dans une de leurs zones urbaines et à intervenir rapidement. Le rôle du Dr Mbonji au sein de Eye est de mettre en œuvre des lignes directrices pour anticiper, se préparer et réagir aux épidémies de fièvre jaune en milieu urbain. Il a pour mission de proposer des directives complètes et pratiques afin de fournir aux pays à risque les outils nécessaires à la prévention et à la capacité de réaction en cas d'épidémie de fièvre jaune en milieu urbain. Si une zone regroupe une population dense et qu'en cas de fièvre jaune s'y déclare, la propagation au sein de cette population risque de se faire à un rythme fulgurant. Les déplacements incessants de la population entre les différentes villes
peuvent très vite entraîner une catastrophe à l'échelle nationale. Il est donc primordial de sensibiliser les pays à la nécessité de mettre en place un système de lutte contre la fièvre jaune dans les milieux urbains. En Afrique, nous avons connu des épidémies majeures. En 2016, des foyers épidémiques en Angola ont gagné la RDC. Et un petit nombre de cas se sont exportés vers l'Asie. Cette situation montre à quel point la préparation aux épidémies de fièvre jaune est précaire, en particulier dans les milieux urbains. Le but de notre travail est donc d'aider les pays à élaborer des plans de planification, de préparation et des réponses solides, de sorte qu'ils soient prêts à combattre une éventuelle flambée de cas de fièvre jaune. Le Dr Mbonji nous en dira tout à l'heure davantage sur les spécificités des lignes directrices dont il est chargé. Mais avant tout, je voudrais vous présenter notre autre invitée de cet épisode, une haute fonctionnaire de la santé publique du gouvernement camerounais. Je suis la docteure Linda Esso, je suis médecin. Depuis maintenant 3 ans, je suis responsable du contrôle des épidémies et des pandémies dans mon pays au sein du ministère de la Santé publique. Je suis chargée de contrôler les épidémies de choléra, de fièvre jaune, de Covid-19, de rougeole entre autres. Plusieurs raisons font planer sur le Cameroun le risque d'une grave épidémie de fièvre jaune en milieu urbain. On y trouve des zones densément peuplées, des conditions de vie souvent précaires et un faible taux d'immunité de la population. Selon la Dr Esso, certaines régions du pays subissent des migrations forcées en raison de violences et d'insécurité. Oui, une majorité de notre population, plus de 56% pour être précis, vit en milieu urbain et en situation de pauvreté. Compte tenu de l'insécurité qui règne dans notre pays, mais aussi dans les pays voisins, on assiste à de nombreux mouvements de population dans des pays réputés pour être touchés par des épidémies de fièvre jaune. Le risque est donc majeur dans notre pays. En cas de foyer en milieu urbain, le risque de propagation au niveau local et international, conjugué aux difficultés rencontrées pour mobiliser les ressources nécessaires pour combattre la maladie, peut rendre l'épidémie très vite incontrôlable. Dr Esso, merci infiniment de vous être jointe à nous aujourd'hui. Pouvez-vous aider notre public international à mieux cerner le contexte général de la santé publique au Cameroun? Je sais que la fièvre jaune n'est pas le seul problème de la santé publique qui se pose. Nous devons actuellement faire face à de nombreuses épidémies au Cameroun, avec des épidémies de choléra, de rougeole, de variole et de polio. Dans le nord du pays, nous luttons contre Boko Haram. Dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, des violences sont commises entre membres d'une même communauté. Les populations se voient donc obligées de quitter leur communauté. Nous avons donc des déplacés dans d'autres régions, ce qui les rend surpeuplés. PDI, personnes déplacées internes, qui ont été contraintes de se déplacer à l'intérieur de leur propre pays en raison d'un conflit ou d'un désastre environnemental. Au Cameroun, on trouve des personnes originaires de pays voisins en proie à l'insécurité, comme la République centrafricaine et le Tchad. Tous ces facteurs contribuent à une saturation du système de santé, notamment pour faire face aux épidémies. Un grand nombre de personnes circulent vers et depuis le pays. Vous devez assurément avoir fort à faire. En quoi la préparation aux épidémies de fièvre jaune en milieu urbain est-elle prioritaire par rapport à toutes celles que vous venez d'énumérer? Comment fait votre équipe pour y faire face et essayer de s'y préparer? Il n'y a que des priorités car nous sommes au fait des risques en termes de mortalité, mais aussi en termes de propagation de maladies à l'échelle locale, voire internationale. Ce sont donc autant de priorités pour notre pays. Il convient d'intégrer au maximum les interventions que nous mettons en place afin de mobiliser toutes les ressources à disposition. Le gouvernement camerounais est habitué à devoir gérer et jongler avec des problèmes de santé publique simultanés et souvent gravissimes, tout en disposant de ressources limitées. En outre, depuis quelque temps, il faut voir la situation à travers l'expérience de la Covid-19.
Qu'est-ce que vous faites pour convaincre vos collègues qu'il est essentiel de consacrer des ressources à la préparation d'une épidémie de fièvre jaune en milieu urbain, malgré toutes les autres priorités? Que faites-vous pour les inviter à accorder la priorité à la fièvre jaune? Dans le contexte de COVID-19, vous savez, persuader nos collègues, notre hiérarchie et même nos partenaires de lever des fonds et mobiliser des ressources pour lutter contre une autre épidémie est un véritable défi. La tâche est immense, mais la sensibilisation s'appuie sur des données probantes. Vous savez, dans nos milieux urbains, la densité de population est très élevée. Le risque de transmission de maladies est par conséquent lui aussi élevé. En tant que responsable de la santé publique en charge de la lutte contre les épidémies, la Dr Esso doit également être consciente du risque de voir des maladies comme la fièvre jaune en incubation au niveau local avant de se propager à grande échelle dans d'autres pays. En 2021, le Cameroun a accueilli la Coupe d'Afrique des Nations de football, événement réunissant des visiteurs de toute l'Afrique et du monde entier. Prendre en compte le risque d'épidémie de fièvre jaune en milieu urbain et de propagation vers d'autres pays pendant cette période où une grande partie de la population venait de l'extérieur du Cameroun. Tout particulièrement pendant la Coupe d'Afrique des Nations, qui a vu affluer au Cameroun des foules venues de toute l'Afrique, la Dr Esso déclare que face au spectre d'une épidémie de grande ampleur, des ressources ont été débloquées. Selon elle, les directives de Haye relatives aux épidémies de fièvre jaune en milieu urbain, développées par le Dr Mbonji, ont été essentielles à la préparation et à la gestion des relations entre pairs et organisations partenaires. Ce document d'orientation nous a permis de mieux définir la surveillance de la vaccination et de la lutte antivectorielle dans le pays. Cela nous a permis de réajuster notre plan, mais aussi de toucher tous ceux qui sont impliqués dans la lutte contre la fièvre jaune. Ces orientations présentaient un grand intérêt pour nous et nous les avons partagées au plus haut niveau. Vous écoutez Eye on Yellow Fever, proposé par la Coalition mondiale de partenaires qui œuvrent ensemble pour éliminer les épidémies de fièvre jaune d'ici 2026. Nous en sommes à l'épisode 11 et vous pouvez désormais écouter toute une série d'épisodes antérieurs dans votre lecteur de podcast. Nous recommandons à toutes les personnes qui nous découvrent pour la première fois de les écouter. Nous vous invitons par ailleurs à faire connaître le podcast autour de vous. N'hésitez pas à nous recommander à vos amis ou collègues qui souhaiteraient se renseigner sur la fièvre jaune ou qui s'intéressent aux maladies infectieuses. Dans cet épisode, nous nous pencherons sur l'importance vitale de la prévention des épidémies de fièvre jaune en milieu urbain. Nous avons fait connaissance avec la Dr Linda Esso, haute fonctionnaire de la santé au sein du gouvernement camerounais, et avons découvert comment la stratégie Haye a joué un rôle décisif dans la mise en place des mesures de lutte contre la fièvre jaune. La Dr Esso vous en dira plus dans quelques instants. En attendant, nous retrouvons le Dr Peter Mbonji, qui va nous expliquer en détail les recommandations de l'Haye au pays, et notamment le Cameroun, exposé au risque d'épidémie de fièvre jaune en milieu urbain. Ces directives sont destinées à intégrer des plans de réponse aux risques et aux maladies plus vastes mis en place par les pays. La principale recommandation adressée au pays est de réfléchir aux moyens d'atténuer les risques de fièvre jaune en milieu urbain. Nous demandons pour cela au pays d'élaborer une stratégie solide de préparation et d'intervention. C'est la première chose à faire. Il faut également sensibiliser la population aux bonnes pratiques en matière de santé. Mais je crois que le plus important est de s'organiser et de s'assurer que nous pouvons augmenter les taux d'immunisation contre la fièvre jaune. Cela passera par la mise en place d'une campagne de vaccination de masse systémique et par l'élaboration d'un programme national qui vise l'ensemble de la population. Quant au reste, il convient de statuer un système de surveillance rigoureux pour la détection précoce ainsi qu'un dispositif de réponse complet. Donc, premièrement, il faut mettre en place un plan de surveillance complet et réagir rapidement en cas d'épidémie. Deuxièmement,
il faut stabiliser la population aux facteurs à l'origine de la fièvre jaune et aux moyens de rester en bonne santé, comprenant la réduction du nombre de piqûres de moustiques, la vaccination et la connaissance des signes de la maladie afin de pouvoir consulter rapidement. Troisièmement, et le plus important, il faut immuniser la population en encourageant la vaccination systématique et en organisant des campagnes de vaccination préventive de masse afin de protéger les personnes non immunisées qui habitent dans des zones à haut risque. Nous le répétons souvent dans le podcast, mais il existe pour la fièvre jaune un vaccin sûr et efficace, administré en une seule dose, qui protège à vie et représente une mesure de santé publique qui présente un bon rapport coût-efficacité. Et quatrièmement, il faut se montrer vigilant. Ensemble, nous pouvons détecter rapidement les épidémies de fièvre jaune au moyen d'une surveillance rigoureuse et nous tenir prêts à réagir rapidement. Si l'on doit retenir un élément essentiel pour la fièvre jaune, c'est que la prévention en amont est plus sûre et généralement plus facile et moins coûteuse que l'intervention d'équipes de spécialistes hautement qualifiés pour enrayer une épidémie. Pour lutter contre la fièvre jaune, il faut adopter une approche pluridisciplinaire et faire appel à des équipes issues de différents secteurs. Pour la seule lutte antivectorielle, vous devez par exemple inclure des entomologistes et pour la seule santé, vous déposez de la surveillance épidémiologique ainsi que des programmes d'immunisation qui doivent travailler de concert. Faute de mesures de détection précoce et de réaction à la fièvre jaune, les milieux urbains risquent de subir une véritable catastrophe. Alors, quelles sont les réalités concrètes pour les gouvernements des pays à faible et moyen revenu exposés à la fièvre jaune et à d'autres maladies épidémiques, des pays comme le Cameroun? Dr Esso, vous évoquez la manière dont vous travaillez sur l'ensemble de ces différentes maladies. Existe-t-il des moyens d'optimiser l'utilisation de vos ressources? Trouver des méthodes complémentaires, par exemple en finançant un laboratoire capable de dépister la fièvre jaune, la rougeole ou la variole du singe. Parmi les solutions que votre organisation tente de mettre en œuvre, lesquelles vous permettent de lutter sur tous les fronts de la santé publique? Surtout concernant les laboratoires. L'un de nos défis est la création d'un réseau national de laboratoires, de manière à renforcer la capacité de toutes les régions et localités du pays à confirmer les épidémies. Il convient de mettre en place un réseau national, mais aussi un solide système de référence et de gestion des données. Le but est de renforcer notre système de surveillance et de réaction. La Dr Esso mentionne également le défi que représente la garantie d'une réponse égale. Les systèmes de détection et de contrôle des épidémies se doivent d'être tout aussi performants, même dans les zones les plus éloignées des centres administratifs. Selon elle, ce principe est devenu incontournable lors de la réponse apportée par son pays à la COVID-19. Certaines régions sont plus fortes que d'autres. La région centrale, par exemple, regroupe toutes les institutions. Elle peut facilement être soutenue, ce qui n'est pas le cas de toutes les régions, dont certaines sont plus fragiles. Ces dernières sont justement celles où les demandes et les cas de fièvre jaune sont les plus nombreux, notamment la région de l'Adamawa et l'est du pays, par exemple. Nous l'avons déjà fait avec la COVID-19 en décentralisant la réponse au niveau local, afin que chaque échelon puisse rapidement mettre en place des efforts de coordination pour le contrôle des foyers épidémiques. Nous conclurons par une réflexion sur un point que les docteurs Mbonji et Esso jugent fondamental dans la lutte contre la fièvre jaune, à savoir la sensibilisation. En d'autres termes, éduquer les gens. Sensibilisation aux causes de la fièvre jaune et aux mesures à prendre en réponse aux épidémies, des campagnes de vaccination réactive aux actions visant à éliminer les moustiques, dans le but de réduire leur propagation. La sensibilisation vise également à faire comprendre aux communautés les causes scientifiques des maladies. Nous devons d'abord convaincre la population que cette maladie peut être évitée. Il nous faut donc entreprendre un important travail de sensibilisation pour les convaincre que nos interventions sont sûres. Car dans nos sociétés, notre contexte, la société africaine, certains pensent que tout est lié à la sorcellerie, ce qui constitue un immense défi pour nous.
Ces personnes pensent qu'elles doivent s'adresser à des guérisseurs traditionnels qui ont le remède. Ce phénomène est particulièrement répandu dans le cas de la fièvre jaune, lorsqu'ils ont les yeux jaunes, quand il s'agit de la jaunisse. La plupart des gens pensent qu'ils doivent aller voir un guérisseur traditionnel. Nous devons donc relever le défi majeur qui consiste à les convaincre de se rendre dans les centres de santé, car beaucoup de guérisseurs traditionnels préparent une concoction pour traiter la jaunisse, même si celle-ci n'est pas clairement diagnostiquée. L'une des mesures clés qui, selon la Dr Esso, a un impact positif réel, consiste à former les guérisseurs traditionnels eux-mêmes. Ainsi, lorsque les personnes viennent leur demander de l'aide, en leur qualité de personnes de confiance au sein de leur communauté, ils peuvent identifier la fièvre jaune et orienter les gens vers les services appropriés. Ils deviennent un maillon de la solution apportée par nos interventions. Ils sont parfois même membres des groupes d'informateurs clés que nous emmenons dans les communautés pour renforcer notre surveillance au sein de ces populations. Pour résumer, nous les formons. Ils disposent même d'outils pour signaler les événements qu'ils observent au sein de la population, comme les cas de fièvre jaune. Ils font ainsi désormais partie intégrante de notre stratégie de réponse. Mais nous devons tous les recenser. Il convient de dresser une cartographie des personnes qui peuvent nous aider à mettre en place un système de surveillance solide afin d'identifier rapidement tous les cas. Cet entretien avec la Dr Linda Esso, haute fonctionnaire de la santé publique au sein du gouvernement camerounais, a été passionnant. Un grand merci à elle. Merci également au Dr Pitom Bonji du secrétariat de l'AI. Pour toute personne impliquée dans la santé publique des pays exposés à la fièvre jaune, le message clé est le suivant. Soyez prêts. Élaborez un plan afin de pouvoir réagir rapidement en cas d'épidémie de fièvre jaune en milieu urbain. Chaque minute compte. Et si possible, pensez à planifier des vaccinations de routine contre la fièvre jaune afin d'enrayer l'épidémie avant même qu'elle ne se déclare. Quiconque souhaite obtenir de l'aide ou des conseils à ce sujet peut s'adresser à l'équipe de la stratégie AI. Le bouche à oreille joue un rôle essentiel lorsqu'il s'agit d'atteindre de nouveaux publics avec des podcasts. Si vous connaissez des collègues ou des amis qui, selon vous, pourraient trouver cet épisode ou la série intéressant ou pertinent pour leur travail, merci de bien vouloir nous faire connaître en leur envoyant un lien. Vous pouvez également cliquer sur suivre afin que tous les futurs épisodes de Eye on Yellow Fever soient téléchargés automatiquement et directement sur votre appareil. Par ailleurs, nous serions ravis que vous nous laissiez une évaluation dans votre lecteur de podcast. Qu'est-ce que vous appréciez dans ce que nous faisons? Quels aspects aimeriez-vous voir davantage abordés à l'avenir? Cet épisode a été produit par Dave Howard avec le concours d'Emilia Jansson et la conception sonore d'Adam Wallet. Eye on Yellow Fever, une production Bingo Media pour la stratégie d'élimination des épidémies de fièvre jaune.